Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Northrop Grumman? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons une compagnie ici qui exerce dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Donc, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que le service Top Premium, vous pouvez demander l'analyse quantitative comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui de n'importe quelle entreprise. En supplément de ça, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse concernant des entreprises que je considère comme étant sous-évaluées, principalement des entreprises nord-américaines. Donc, quand je dis notes d'analyse ici, c'est-à-dire que ce sont des notes qui sont basées sur la lecture des rapports financiers ainsi que l'écoute des conférences call, d'accord? Donc, ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement. On vous propose, je vous donne mes arguments et on en débat. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, ok? Parce que ici, on ne vous donne pas du poisson, on vous apprend à pêcher. C'est le plus important ici parce que je veux qu'à la fin de la journée, que vous soyez des investisseurs indépendants, d'accord? Donc, alors, n'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium et en supplément de ça, pour ceux qui veulent pour ceux également qui voudraient également nous rejoindre, mais sans aller sur le service Top Premium, vous avez la Top Newsletter où on partage généralement des notes d'analyse sectorielles, d'accord? Donc, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Alors, ici, une fois que ça c'est fait, on va chercher ici, généralement, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur de l'aérospatiale et la défense. Donc, nous allons voir ici qu'est-ce que nous allons rechercher principalement au niveau on va chercher les revenus, on va essayer de déterminer quelle est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici également, on va regarder les free cash flow, le nombre d'actions, les PER moyens, la dette nette et on va questionner la qualité du dividende. Ok, je pense qu'avec tous ces éléments-là, on aura la possibilité d'effectuer une évaluation de cette compagnie-ci. Et je rappelle toujours ici que penser en termes de rendement. Donc, quand je regarde le revenu de cette entreprise-ci, en tout cas sur une longue période de temps, je vois ici que nous avons des revenus, on peut se dire qu'ils sont croissants. Si on prend depuis à peu près depuis 1990, ils sont croissants, attention. Mais il faut également remarquer qu'on a eu un creux entre 2008 et 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question la plus importante parce que depuis 2015, on a une croissance. Moi, je peux déjà dire ici que c'est une entreprise qui a vendu certains segments d'activité. Il a également fait des spin-offs, etc. Donc, ceci peut expliquer cela. OK? Donc, il faut faire attention ici. Ça ne veut pas dire que le business était mauvais, etc. Comme je l'ai toujours dit, les chiffres ici, quand on fait une analyse quantitative, on présente les chiffres. D'accord? Et quand on va lire les rapports financiers, donc on regarde ici, on fait parler les chiffres. Donc, ça, c'est la partie qualitative. OK? Donc, moi, je pose juste les questions ici parce que je n'aimerais pas que ce genre de situation revienne. Parce que l'investisseur, techniquement, vu que nous parlons de cette entreprise aujourd'hui, on essaie de se projeter dans le futur technique. Vu que le futur est généralement très incertain, il faut absolument avoir le maximum d'informations possibles afin de se donner, de faire une évaluation, afin de pouvoir bâtir nos différentes hypothèses. Ici, c'est en termes de probabilité qu'on réfléchit. OK? Donc, quelle est la probabilité pour que les revenus restent stables? Quelle est la probabilité pour que les revenus diminuent? Et techniquement, ne vous inquiétez pas, c'est pas comme si vous allez aller faire un calcul, mais si on vous dit ici que nous avons une entreprise qui a peut-être des contrats sur 40 ans ici d'une valeur moyenne de 40 millions de dollars, vous pouvez vous dire qu'au moins sur les 40 prochaines années, on aura au moins 40 millions de dollars de chiffre d'affaires. Au moins. D'accord? Donc, le plus important ici est de maintenir le chiffre d'affaires ainsi que les marges pour le long terme et gérer également la dette. Donc, on revient ici. Pour le revenu, je vois qu'on est à peu près à 36 milliards 600. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de me projeter. Donc, je vais regarder les analystes en eux-mêmes. Ils s'attendent à combien? D'accord? Donc, ici, on projette sur les 12 prochains mois. Qu'est-ce qu'on remarque? Sur les 12 prochains mois, les analystes s'attendent, ils sont à peu près optimistes. Ils s'attendent à avoir à peu près quelque chose comme 38 milliards. Je rappelle ici que ce qui m'intéresse également, c'est la pente de cette croissance. Donc, on se rend compte ici que les analystes sont de plus en plus optimistes, alors que vous voyez sur le passé, ils étaient de plus en plus pessimistes. OK? Donc, c'est toujours important de voir ce qu'ils pensent ici parce que les analystes sont payés pour suivre l'évolution de la compagnie et faire à peu près des prévisions. C'est pas la prévision de prix qui m'intéresse parce que sur la prévision de prix, on peut raconter tout et n'importe quoi. C'est surtout les prévisions des marges et des bénéfices nets qui m'intéressent parce que je pense que nous pouvons calculer nous-mêmes la valeur de nos entreprises ici. Et comme je rappelle toujours, penser en termes de rendement. OK? Ce qui nous intéresse ici, c'est quels sont les free cash flow qu'on pourrait recevoir et combien est-ce qu'on paie aujourd'hui pour recevoir ces free cash flow-là. Donc, ici, je vois qu'on est optimiste. On est à peu près à 38 milliards 320. OK, je vais marquer 38 milliards 320. Et la question qui me vient déjà ici, c'est de savoir le revenu vient d'où? D'accord? Est-ce qu'on a des contrats, etc. Maintenant, c'est bien de regarder sur les 12 prochains mois, mais sur les 12 prochains mois, ça ne sert strictement à rien si on a une décroissance à partir de l'année 3. Donc, je vais essayer de regarder ici, en année 3, si on reste à peu près sur cette stabilité-là. Attention, c'est par rapport aux connaissances des analystes en date d'aujourd'hui, parce que les choses pourraient également changer. Donc, on regarde ici.
Les analyses sont à peu près également optimistes sur les 3 prochaines années. Donc, en année N plus 3 ici, on s'attend à 42 milliards. Donc, moi, je peux dire que bon, au moins, on s'attend à une certaine croissance. Mais c'est pas la croissance de 3 ans, dans 3 ans qui m'intéresse. Donc, je vais prendre, s'il y a croissance dans 3 ans, je vais déjà l'acheter ici en date d'aujourd'hui sans prendre en considération cette croissance-là. OK? Parce que ça pourrait, voilà, c'est déjà assez compliqué d'analyser sur 12 mois. Imaginez donc s'il faut faire des projections sur 3 ans. Donc, je me limite à 3 ans comme ça, d'accord? Donc, si vous voyez généralement des prévisions d'analyse sur 10 ans, 40 ans, voilà, on va un peu baisser un peu réfléchir. Il faut un tout petit peu ralentir parce que c'est ça qui nous amène généralement à être trop optimiste ou trop pessimiste sur une compagnie. Nous, notre rôle en tant qu'investisseurs, c'est d'être assez équilibré dans nos hypothèses. OK? Donc ici, je prends 38 milliards 320, mais je n'oublie pas que ça peut aller plus loin que ça. Tant mieux si ça va plus loin que ça, mais pour le moment, on se limite ici. Donc, on continue. En termes de marge nette ici, les marges, je regarde les free cash flow. D'accord, je regarde les free cash flow et les free cash flow et les net income pour voir si on parle à peu près le même langage. Donc, avant même d'arriver au free cash flow, j'aurais pu aller regarder ici les marges brutes pour voir à peu près les revenus actuels, vu qu'ils sont croissants sur les dernières années. Est-ce que les marges brutes suivent également? On aurait pu faire ça ici, parce que la marge brute, c'est le premier niveau ici pour savoir si l'entreprise a un pricing power. Si elle arrive à maintenir des marges brutes de plus en plus élevées, ça veut dire que le prix augmente, elle vend de plus en plus elle vend à des prix de plus en plus élevés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que oui, la marge brute est élevée. D'accord, on est quand même aux alentours de... enfin, elle est stable techniquement, mais à peu près depuis 2016, on a une décroissance. Et vous remarquez quoi? Regardez bien. Le revenu augmente, la marge brute diminue. Ça peut sembler rien du tout, 4% ici, mais attention, 4% ça compte énormément. Donc je veux voir ici, est-ce que les marges EBITDA arrivent à se maintenir? Je veux des marges EBITDA qui restent à peu près stables. D'accord? Je remarque ici que la marge EBITDA raconte autre chose quand on compare les deux. Déjà ici, il n'est pas normal, vous voyez, il n'est pas normal que les marges EBITDA soient plus élevées que les marges brutes. Ça, c'est pas normal. Donc, cette affaire-ci, quand je vois ça ici, ça doit être une erreur de ce logiciel-ci. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas, c'est pas normal. OK? Parce que la marge EBITDA dépend de la marge brute et non le contraire. OK? Donc, elle aura tendance à être moins élevée que la marge brute. Quand vous voyez une marge EBITDA plus élevée ou bien qui se rapproche trop de la marge brute, c'est qu'il y a un élément exceptionnel ici qui a été pris en compte. Et encore même, techniquement, dans l'EBITDA, un élément exceptionnel, voilà, c'est possible qu'on prenne, oui, c'est tout à fait, EBITDA, si on prend dépréciation, amortissement, oui, exactement, ça peut être possible. Enfin, techniquement, il faut déjà questionner ça, c'est un drapeau jaune, ok? So, on revient ici, je me rends compte que la marge EBITDA ici, à peu près, on va se dire qu'il y a une certaine stabilité, je ne dirais pas qu'il y a une croissance. Donc, en termes de marge nette, vu que je prends ce qui m'intéresse maintenant, marge nette et free cash flow, donc déjà, avant d'arriver à marge nette et free cash flow, je questionne toujours, est-ce qu'on a fait des acquisitions? Oui, on a fait une grosse acquisition ici tantôt. Donc, acquisition ici, on a payé comment? Est-ce qu'on a payé est-ce qu'on a augmenté le nombre d'actions? Est-ce qu'on a augmenté la dette? Est-ce qu'on a payé en cash? Et qu'est-ce qu'on a? On a même fait l'acquisition de quelle entreprise? Est-ce que ça valait la peine de faire l'acquisition de cette entreprise-là? On questionne tout. On ne veut pas se retrouver dans une situation à Atos où on avait des croissances ici par acquisition. On était bien content d'avoir la croissance ici par acquisition, un peu ou bien comme Orpea, mais il faut toujours questionner le bien fondé de cette croissance-là. C'est pour ça que quand vous connaissez vos entreprises ici, c'est plus simple pour vous. OK? Pas juste au niveau des chiffres ici, d'accord? Donc, il faut toujours prendre les chiffres qu'on propose ici, enfin, qu'on appelle vulgairement l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est deux choses. C'est le quantitatif qu'on fait ici et le qualitatif. Comme je dis toujours, le quantitatif présente les chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres. OK? Et les deux sont indissociables. Si vous regardez juste les chiffres sans questionner ces chiffres-là, ça ne vaut pas la peine du tout. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent, même quand on les prend. Mais ça peut déjà nous donner une idée générale de ce que l'entreprise pourrait valoir. D'accord? Donc, maintenant, en faisant parler les chiffres, on va se questionner sur la stabilité même de ces chiffres, de nos hypothèses. OK? Donc, maintenant, en termes de bénéfices nets, donc je compare les deux, net income, OK, et free cash flow, OK, on le met sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on observe ici? On voit ici que les net income et les free cash flow, ils ont tendance à aller dans le même sens. Sur les dernières années, ce n'est pas le cas, mais également, il faut vérifier, est-ce qu'on a eu une dépense en capital assez élevée ici, parce que les free cash flow peuvent être influencés par la dépense en capital. Donc, il faut faire attention ici. Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ici? C'est la raison pour laquelle on a cette aussi. Donc, il faut faire attention également ici. Mais je vois déjà ici que les net income vont dans le même sens que les free cash flow, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'essaye de regarder ici, en termes de net income normalisé, margin, net income normalisé, en termes de margin, ici, je regarde ça ici, non, c'est pas ajusté. Donc, on va prendre ici les net income. D'accord? On va mettre ça ici. Net income, margin, les marges des net income, des bénéfices nets.
OK? On les met là. En date d'aujourd'hui, on est à 13% et poussière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le 13% est durable. Donc, le plus important pour moi ici, c'est la médiane et non ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas envie de prendre des marges de 13% alors on va retourner au niveau de la moyenne. Et en supplément de ça, je préfère les prendre annuellement ici. On va voir ce que ça donne. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 8,65%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 10%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 13%. Techniquement, je vais prendre les 5 dernières années. Les 3 dernières années, ici, avec la guerre en Ukraine, etc., peut-être que ça impacte positivement cette compagnie-ci. Il faut faire attention. Et je pense qu'elle a déjà publié ses résultats financiers ici de 2022. Vous voyez que par rapport à 2021, on a quelque chose de moins élevé. Donc, peut-être qu'on se rapproche ici de la moyenne. Donc, il faut faire attention. Donc, je prendrai du 10 Voilà. Je vais prendre du 10,7% ici. Parce que 10,7%, on va le faire comme ça. De toutes les façons, il va falloir que je questionne cela. Donc, 10,7%. D'accord? En termes de nombre d'actions, on regarde ici. Est-ce que l'entreprise ici rachète ses actions? Il y a de grandes chances que ce soit le cas pour ce genre de compagnie ici. Je sais que les Américaines, ils aiment bien racheter leurs actions. Et moi, je préfère également le rachat d'actions. Voilà, le rachat d'actions, en fait, c'est comme un dividende déguisé. On vous le donne, mais en même temps, au lieu de vous le donner, on rachète plutôt vos actions parce qu'on considère que, oui, disons qu'on vous donnait ce dividende-là, c'est que vous alliez peut-être racheter les actions de l'entreprise avec. Donc, au lieu de le faire, et avant de racheter les actions de l'entreprise, vous payez quand même une taxe avec. Donc, au lieu de vous donner le dividende, vous payez la taxe sur le dividende avant de racheter les actions, vous voyez que vous allez payer moins d'actions. Donc, on fait le rachat d'actions ici. Ça ne veut pas dire qu'elle ne distribue pas un dividende. Elle distribue un dividende, mais je pense qu'elle favorise plus le rachat d'actions ici. Ce qu'il faut souvent regarder, je vais vous montrer ici tout à l'heure, d'accord? Donc, on regarde ici, on est à peu près à 155,6, ok? 155,6 et ça continue à diminuer. C'est la pente également qui m'intéresse. On voit est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions, ok? Voilà, on a l'information, on continue. Maintenant, le PER moyen. Alors, le PER moyen de ce genre d'entreprise-ci, voilà, on aura tendance à être aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Mais attention, restez aux alentours de 20 fois les bénéfices parce que vous savez ici que l'entreprise, c'est pas comme si on avait une croissance extraordinaire, c'est une croissance par acquisition ici. Même si ça semble être dans le secteur de l'aérospatiale et la défense et que c'est la période actuelle, l'Ukraine, machin, etc. Restez prudent parce que quand ça commence à baisser, ça baisse très vite. OK? Donc, bon, ça ne veut pas dire que c'est trop cyclique également. Faites attention. Donc, sur les 20 dernières années, notamment Northrop Grumman, qu'est-ce qu'ils font généralement? Je pense qu'ils font ils sont très réputés pour leurs drones ou également pour leurs différents avions, si je ne me trompe pas. Hein. On peut regarder ça ici. Les B-21, les bombardiers, etc. Ils font un peu, je me rappelle, en fait, quand moi je pense à Northrop Grumman, je pense à cet avion aussi, ok? Parce que j'aimais bien les avions quand j'étais petit, surtout les avions de chasse. J'avais l'habitude de dessiner celui-ci, d'accord? Donc, vous voyez celui-ci? Voilà, à peu près les drones, etc. Voilà à peu près ce qu'ils font ici. Donc, c'est très lié à l'armée américaine, etc. Donc, la guerre en Ukraine va faire du bien à cette compagnie-ci, ok? Donc, c'est ce qui m'intéresse également ici, c'est la taille des contrats, la durée des contrats et surtout la fourniture ici des services liés à ces différents éléments-ci, ok? Bon, généralement, quand on fabrique ce genre d'avion-ci, on effectue également le service derrière. Ce sont des programmes qui tirent sur plusieurs années ici, peut-être même des décennies même, ok? Donc, ici... En termes de PER, ici, sur les 20 dernières années, on s'est négocié à peu près à 16 fois les bénéfices. Très gentil. Sur les 10 dernières années, 16 fois les bénéfices également. Très gentil. Sur les 5 dernières années, 13 fois les bénéfices. Très gentil. Donc, les bénéfices, les PE ont tendance à être très peu élevés ici. C'est très étonnant. Oh, bah, on peut également se dire que c'est parce que l'entreprise est très, comment on dit ça? Peut-être qu'il y avait des contrats qui arrivaient à expiration ou des choses comme ça. Mais en tout cas, le marché paye en moyenne 17 fois les bénéfices par là. Quand on disait même 20 fois les bénéfices, c'était trop optimiste. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se négocier à 20 fois les bénéfices. Je vais prendre 17 et 20. OK? Bon, on va le calculer avec 17 et 20 ici. Je rappelle que le PER est parfois influencé par la croissance et influencé également ici par la dette. OK? Il faut faire attention ici. Donc, si on a une entreprise qui est en décroissance, on n'aura pas un gros PER. Faites attention. Si on a une entreprise ici qui est croissante, on aura tendance à avoir des gros PER ici. Donc, mais pensez toujours en termes de rendement. Un PER de 17, ça veut dire ici qu'en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets, vous aurez un rendement à peu près de 5,88%. En payant 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement, ainsi de suite. Donc, on revient ici. Moi, je vais prendre 17. Je vais pas essayer d'être plus intelligent que le marché, mais tout en sachant qu'on peut aller bien plus loin que ça. Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui nous manque? La dette nette. OK. Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui? Je rappelle que les agrégateurs ici parfois peuvent se tromper au niveau de la dette nette. Il faut toujours aller regarder au niveau des rapports financiers. On a une dette nette aux alentours de 12 milliards, 12,9. Donc, je mets ici 12,1 pour arrondir. Ça ne va pas changer grand-chose ici. Ça ne changera pas. On va mettre 12,09 pour ceux qui aiment la précision. D'accord? Voilà. Alors, maintenant,
On a, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 38 milliards 200 revenus attendus en 2023 dans un environnement normal, fois 10%, 10,7% de marge bénéficiaire. Actuellement, on a plus que ça. OK? Multiplié par 17 fois les bénéfices, d'accord? Moins la dette nette, qui est aux alentours de 12,09, moins 12,09, on aura à peu près 57 milliards. Divisé par le nombre d'actions, donc divisé ici par 0,1550, combien? Non, on est ici, attendez, c'est 0,1556, d'accord? Ça donne au total 369, on va mettre ça comme ça, 369 dollars l'action. Actuellement, on est à 440, ok? Donc, est-ce qu'on va se dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui? Je dirais que non. Tout simplement parce qu'on est à peu près 4 milliards ici, 4 milliards, on a à peu près 4,09 milliards ici en termes de free cash flow par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 67,44. On a à peu près un rendement de 6%. Donc cette entreprise-ci, techniquement, est correctement évaluée, même au prix de 441 dollars. Idéalement, on aimerait l'acheter à partir en dessous d'un prix de 369 dollars à l'action, parce qu'à 369 dollars à l'action, nous aurons plutôt un rendement de combien par rapport à notre prix d'acquisition. Donc si on prend ici le 4,09 divisé ici par la capitalisation boursière, si on arrive à 369 dollars l'action, on était à peu près à 57,4, j'arrondis bien sûr, donc ça nous donne ici un rendement de 7%. Donc techniquement, le prix actuel n'est pas mauvais. Idéalement, on aimerait l'acheter en dessous de ce prix-là, en dessous aux alentours de 369 dollars l'action, et tout simplement parce que ici, on a pris en considération la dette. Si vous ne prenez pas en considération la dette et que le marché paye 17 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci, sans prendre en considération la dette, admettons, d'accord? Ça vous donne ici un rendement ça vous donne ici 69 milliards, donc presque la capitalisation boursière actuelle, ok? Presque la capitalisation boursière actuelle. Donc le prix actuel prend déjà en considération la dette, donc il faut faire attention ici. Enfin, ne prend pas en considération la dette. Donc, je ne peux pas dire que l'entreprise est surévaluée ici, mais ce n'est pas un prix très intéressant. Mais attention, on n'a pas pris en considération la croissance. Maintenant, à vous de voir. Si vous jugez qu'on aurait une croissance bien plus élevée dans le futur, etc., on pourrait avoir un prix bien plus élevé que ça. Donc, je dirais ici que pour quelqu'un qui va payer pour Northrop Grumman, je ne dis pas qu'il surpaye. Également, pour ceux qui recherchent un dividende, c'est une entreprise qui aura tendance ici. Je comprends pourquoi elle rachète ses actions. Au prix actuel, elle devrait même favoriser le rachat d'actions plutôt que le versement d'un dividende. Le dividende ici aura tendance à être assez croissant. Donc, je pense que pour le long terme, ça peut être une entreprise assez intéressante au prix actuel. On n'a pas un prix, c'est pas sous-évalué de malade, mais c'est assez correct pour pouvoir à peu près se projeter de manière, enfin, pour pouvoir à peu près avoir un rendement assez correct dans le futur, ok? Rachat d'actions, augmentation de dividendes, etc. Oui, je sais que le dividende a 1,57%, mais attention, pensez en termes de rendement. Si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, vous aurez 4% de marge bénéficiaire. Et encore, on a pris des bénéfices nets ici en termes de marge moins élevés que ce qu'on a en date d'aujourd'hui. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement comme d'habitude. Essayez d'aller plus loin que le chiffre ici, donc questionner à peu près le maintien des revenus, est-ce que la croissance des revenus, la stratégie à long terme ici. Donc voilà, mais au prix actuel, ce n'est pas mauvais. Au prix actuel, ce n'est pas mauvais. Même si on trouve ici ce prix-ci, celui-ci, 369. Si on avait pris 20 fois les bénéfices, parce que je voulais prendre 20 fois les bénéfices, parce que moi, ça m'étonne que cette entreprise s'est négociée à ce prix-là. Donc, il me semble que ça prend en considération la dette. Je fais fois 20 ici, moins la dette nette qui est aux alentours de combien? 12,9. Donc, on va mettre moins 12, hein, on ne va pas se casser la tête. Donc, disons, moins 12 ici, d'accord? Ça nous donne ici à peu près 69,8 divisé par le nombre d'actions, 0,155. 6, on va le mettre comme ça, ça nous donne ici aux alentours de 448 dollars l'action. Donc vous remarquez que techniquement, cette entreprise se négocie à 20 fois les bénéfices parce que le marché prend en considération la dette ici. Ça m'étonne parce que j'étais étonné parce que je sais que ce genre de business-ci va se négocier à 20 fois les bénéfices, généralement. 20 fois les bénéfices, il n'y a pas de dette. Donc ici, quand vous pouvez le constater, si on prend 20 fois les bénéfices, est-ce qu'on enlève la dette? Vous allez voir qu'on a à peu près le prix actuel. Donc, on est assez correct. Je pensais déjà, j'avais complètement, enfin, techniquement,
je ne me suis pas trompé par rapport à ça. Mais de toutes les façons, maintenant, ça dépend du maintien des revenus, ça dépend du maintien des marges. Et cette entreprise a un historique qui parle pour elle. Ça ne veut pas dire que ses revenus sont en décroissance. Je vous ai dit ici que c'est une entreprise qui a changé par rapport à ce qu'on avait précédemment. Il faut remarquer que le secteur de la défense, l'aérospatiale et la défense aux États-Unis a beaucoup changé. Les entreprises comme le Lockheed Martin, etc., également ont fait des spin-offs. Les entreprises comme, je pense que c'est Honeywell, si je ne me trompe pas, ont fait également des spin-offs. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être voir les revenus sont peut-être impactés sur ce genre de business, mais ça ne veut pas dire c'est décroissant ou quoi que ce soit. Non, on a fait beaucoup de changements ici. Donc, Lockheed Martin, ça ne se voit même pas, mais il y a eu des ventes d'actifs ici ou bien des cessions d'actifs. OK? Donc, mon avis ici est le suivant. Cette entreprise, donc Northrop Grumman, n'est pas surévaluée. Elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. OK? Donc, vous savez ce que ça implique. Donc, je vous ai donné mes éléments ici. Idéalement, on aimerait l'acheter à un prix aux alentours des 369 $ l'action. Mais attention, le prix actuel ne prend pas en considération la croissance future. Ici, croissance future, il y a tant mieux ici. Donc, essayons juste de voir ici l'estimation des analyses sur la croissance N+5. En termes de revenus, OK, N+5 ici, on s'attend à peu près à avoir 49 milliards. Donc, c'est pas si pire que ça. Donc, si on prend ici, si on réfléchit ici bêtement, 49 milliards multiplié ici par 10.7, OK, admettons qu'on se paye ici à 17 fois les bénéfices et qu'on ne prend pas en considération la dette divisé par le nombre d'actions qui est à peu près à 155 millions ici, 155,6. On est à peu près à 572 $ l'action. Maintenant, c'est en N+5. Faites attention. Donc, si ça se réalise ici et qu'on doit attendre 5 années pour à peu près avoir un rendement aux alentours de 5% en moyenne, vous comprenez que j'ai besoin d'un prix bien plus bas que ça parce que je cherche au moins personnellement un rendement de 15% sur une période de 5 ans. C'est mon but. Moi, quand je cherche, c'est mon but en fait. Donc, idéalement, j'aurais tendance à acheter des entreprises à des prix avec des rendements sur free cash flow ou bien des rendements sur bénéfices nets en date d'aujourd'hui à quelque chose comme 10% par là. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, la Top Newsletter ou le service Top Premium est en description de la vidéo. Merci.